mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Dans quelques semaines, au début du mois de décembre, on va fêter, commémorer peut-être, les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, qui a été promulguée par la Troisième République le 9 décembre 1905. Je reçois aujourd'hui Nicolas Cadenne. Bonjour. Bonjour Nicolas Cadenne. Vous publiez une édition augmentée d'un livre qui était paru il y a quelques années qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur la laïcité ». 95 questions très concrètes, des situations pratiques. C'est votre expertise, d'abord à l'Observatoire, puis à la Vigie, puis comme formateur, ici qui se déploie aux éditions donc, de l'Atelier. Vous avez été pendant 8 ans rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, une institution qui était vouée à faire respecter les principes de la laïcité face aux infractions à ces principes, mais aussi éventuellement face aux interprétations trop extensive des principes de la loi de 1905. Vous êtes cofondateur de la Vigie de la laïcité, une association qui est née après la suppression de cet observatoire de la laïcité qui était présidé par Jean-Louis Bianco, qui a fait l'objet d'attaques très virulentes à partir de 2015 à peu près, donc au temps de Manuel Valls, jusqu'à sa suppression finalement, après maintes pressions, parce que justement, il représentait, une instance de modération dans l'interprétation de ces principes. Vous êtes aussi formateur sur les questions de laïcité, aujourd'hui expert formateur. Vous étiez haut fonctionnaire jusqu'à il y a peu et, si j'ai bien compris, vous n'avez pas été renouvelé dans vos fonctions pour des raisons qui sont manifestement liées à votre action en défense des principes de la laïcité tels que l'Observatoire voulait les faire respecter avant d'être dissous. Si j'ai bien compris, donc, c'est au niveau du ministère que vous n'avez pas été reconduit. C'est une forme de représailles, au fond. Alors, je ne sais pas, en tous les cas, effectivement, mes notations administratives étaient excellentes. C'était un travail qui n'avait pas grand-chose à voir avec la laïcité, un poste de haut fonctionnaire très intéressant et dans lequel je me donnais à 100%. Et effectivement, pour une raison qui n'a pas été évidemment précisée, extrêmement floue, on a refusé le renouvellement de ma mission, qui était pourtant demandée par l'administration, en s'appuyant sur de très bonnes notations, qui étaient soutenues par l'ensemble des agents concernés. Alors même aussi que ce poste n'est pas à la discrétion du gouvernement. Et pourtant, effectivement, ce sont des membres du gouvernement qui ont refusé ce renouvellement de fait, même si après, je ne peux pas moi-même dire précisément pour quelle raison, puisque aucune raison ne m'a été avancée. Quand on voit la vindicte avec laquelle vous avez été poursuivi par des discours absolument véhéments, ainsi que Jean-Louis Bianco à l'époque de cet observatoire, par les néo-laïcs, pourrait-on dire, les partisans d'une certaine conception radicale, un peu comme une machine de guerre de l'universalisme républicain. Il y a quand même de quoi avoir de gros doutes, il me semble. Sans doute. Alors après, bien sûr, l'administration m'a dit que c'était finalement elle qui avait pris cette décision et pas les ministres, sauf qu'à l'oral, d'autres bien placés, hauts fonctionnaires et les premiers concernés me l'ont fait savoir directement que c'était bien le fait de ministre. Bon, qu'importe, en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, c'est très dommage. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, je continue à travers la Vigie de la laïcité d'essayer d'apporter de la raison sur ce sujet qui est trop souvent traité par le biais de la polémique, par la passion. Effectivement, par ailleurs, j'ai une activité de conseil et de formation parce qu'on sait combien il y en a besoin. Et effectivement, j'ai réactualisé le livre « En finir avec les idées fausses » à l'occasion de cet anniversaire des 120 ans de la loi de 1905
parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que il faut aider les acteurs de terrain à y voir plus clair, alors que trop souvent dans le débat public, ils entendent des propos, en plus de donner sur un ton extrêmement affirmatif, péremptoire, des propos complètement erronés et parfois anti-laïques, totalement opposés à la laïcité, mais dit au nom de la laïcité. C'est tout le paradoxe. Donc aujourd'hui, on voit fleurir des propositions, parfois même des propositions de loi, qui vont même parfois être, pour une d'entre elles, adoptées dans une des chambres, qui sont pourtant totalement anti-laïques, alors même qu'elles se disent être faites au nom de la laïcité. C'est tout le paradoxe. À quelle loi vous faites allusion ? Là, c'est par exemple une loi qui visait à neutraliser les sportifs et sportives au nom de la laïcité, alors qu'en réalité, les outils aujourd'hui sont largement suffisants, à savoir que les fédérations peuvent, bien sûr, en compétition, imposer des tenues adaptées à la pratique sportive, hein, ça c'est logique. Mais il n'y a pas besoin de faire appel à la laïcité. Et puis, en fait, là, on le voit bien, un appel à la laïcité pour, en réalité, étendre les interdictions qui peuvent être fixées par les fédérations, aller beaucoup plus loin et supprimer tout accessoire qui pourrait être perçu comme religieux, en particulier comme un couvre-chef qui pourrait être perçu comme voile, évidemment, pour les jeunes femmes musulmanes, même si c'est un casque, un masque de sécurité, ou même si c'est, que sais-je, un bonnet serré. Donc, ça devient même un peu... Ça devient éventuellement... Ça devient un peu ridicule et puis c'est complètement contre-productif en plus, puisque ça ne peut que favoriser finalement des replis dits communautaires, puisque si on exclut des pratiquants d'un domaine sportif, d'un champ sportif, elles vont en faire ailleurs, mais c'est très regrettable. Et ça traduit cette instrumentalisation excessive de la laïcité pour justifier des choses qui les auteurs en question le savent, sinon ne sont pas justifiables. Il faut rester sur des justifications objectives et ne pas interdire tout ce qui peut déplaire à tel ou à nous-mêmes, qu'importe. Moi, dans la vie de tous les jours, il y a des choses que je n'aime pas, même religieuses, je ne vais pas l'interdire dès lors que ça ne m'est pas imposé, dès lors que ça ne trouble pas le bon fonctionnement collectif, le bon fonctionnement de la structure concernée, de la pratique concernée, etc. etc. C'est un cas typique de forçage idéologique, au fond, de la loi. Tout à fait. En tous les cas, évidemment que ça s'oppose à la jurisprudence constante du Conseil d'État, qui est le régulateur de la laïcité en France, et bien sûr, ça s'oppose à certains principes constitutionnels qui sont de valeur constitutionnelle et qui sont au fondement de la laïcité. Donc ce type de loi, je pense, normalement, devrait être, si elles étaient adoptées définitivement, ce qui n'est pas le cas, heureusement, censurées ensuite, mais c'est quand même un peu inquiétant de constater que certains représentants, de nos représentants, puissent à ce point instrumentaliser cet outil qui est un trésor de la République à des fins de division et à des fins politiciennes, électoralistes. J'ai envie de vous poser la question tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? À quoi vous vous référez quand vous en parlez dans ce livre ? Oui. À quoi vous vous référiez quand vous étiez rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité ? Je me référais toujours et je me réfère toujours à la loi et à l'histoire, puisque la loi, elle ne vient pas de nulle part. Le droit positif de la laïcité découle d'une histoire singulière en France, même si on trouve d'autres systèmes laïques dans le monde, à l'inverse de ce qu'on croit. Hein. Ce n'est pas une exception française, mais en tous les cas, dans sa conception, dans sa déclinaison, il y a une singularité française. Et la loi majeure, bien sûr, dont on célèbre les 120 ans, c'est bien la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, avec le travail conséquent et considérable d'Aristide Briand à l'époque et de Jean Jaurès. Donc bien sûr, je me réfère toujours à cette loi, même s'il y a d'autres lois importantes. Pour synthétiser finalement ce qu'est la laïcité, on pourrait rappeler que c'est le principe qui, vis-à-vis des convictions et des croyances, permet la déclinaison des valeurs de la République. C'est le principe qui va servir à décliner concrètement en actes les valeurs de la République. Ce n'est pas une valeur en tant que telle, la laïcité, c'est vraiment l'outil qui va permettre de les mettre en œuvre. La liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de plus croire, de recroire, qu'importe. L'égalité de toutes et tous devant la loi, devant le service public, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances. Et bien sûr, donc, ces deux dynamiques, liberté et égalité, vont concourir à l'idéal républicain de fraternité, en ce que ça impose, ça crée une citoyenneté commune, des droits et des devoirs qui sont les mêmes, quelles que soient, là encore, vos convictions et vos croyances, et le respect de l'autre dans son appartenance propre. Donc, voilà, c'est ça d'abord, la laïcité. C'est juridiquement, pour faire très court, le principe qui fait que vous avez un État, une administration publique qui est neutre et impartiale vis-à-vis de toutes et toutes, qui va
garantir à toutes et tous la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté tant de promouvoir, de vivre une religion que de critiquer, contester une croyance, et qui va assurer l'égalité de traitement de toutes et tous, quelle que soit leur appartenance propre. Donc il n'y a plus de considération d'une appartenance, d'une confession pour favoriser ou défavoriser un citoyen. Nous sommes toutes et tous des citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs, quelles que soient nos appartenances propres, nos croyances, nos convictions. Donc c'est un principe de neutralité des institutions. Neutralité de l'administration publique seulement. Des institutions seulement, Tout bien à sûr, fait. oui, de l'État, donc, conçu comme condition de la liberté. Tout à fait, c'est un État qui est neutre et impartial, justement, pour assurer cette égalité de traitement, pour assurer qu'il ne va pas favoriser une religion contre une autre, ou défavoriser une religion, ou ce que vous voulez, ou quelque conviction que ce soit. Donc il n'a plus de confession, de religion, cet État, il est aconfessionnel. Ses représentants, du coup, doivent montrer cette neutralité dans leur comportement, mais aussi dans leur apparence, pour assurer cette libre accessibilité de tous les services publics à toutes et tous de la même manière, et pour assurer la délivrance d'un service public qui est le même, égalitaire, pour toutes et tous, quelles que soient leurs convictions ou croyances. D'où, on peut tout de suite venir à une des nombreuses questions, parce qu'il y en a 95 auxquelles vous répondez dans ce petit livre, des cas pratiques, des interrogations concrètes, d'où le succès du livre, évidemment, puisque en situation, de façon, je le disais, pratique, on peut se référer à vos réponses. D'où, par exemple, à la question de savoir si un représentant de l'autorité publique peut arborer des signes distinctifs dans l'exercice de ses fonctions, on répond non. Non, tout à fait. Aucun signe, qu'il soit discret ou non. À partir du moment où on représente un service public, on exerce le service public, on représente bien plus que soi-même. On ne représente pas notre individualité, même. On représente l'administration publique dans son ensemble, qui ne peut être que neutre et impartial pour assurer donc le service public égalitaire, le même pour toutes et tous, impartial donc vis-à-vis de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Mais alors, en revanche, du coup, cette même laïcité va garantir la liberté de ces citoyennes et citoyens qui, eux, lorsqu'ils n'exercent pas de service public, grâce à la laïcité, sont parfaitement libres d'exprimer des convictions, des croyances, de les vivre, dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public et dès lors qu'ils ne les imposent pas à autrui. Ça ne concerne pas les usagers. Bien entendu. Ça ne concerne pas les individus dans l'espace public. Exactement. Ça concerne l'espace public lui-même, si je comprends bien. Oui, et ça concerne l'espace physique, c'est-à-dire qu'en effet, dans un bâtiment de l'administration publique, vous ne pourrez pas avoir de signes religieux accrochés au mur ou ce genre de choses, parce que c'est la maison commune à toutes et tous. Le bâtiment de l'administration publique ne doit pas marquer une appartenance, une préférence à quelque culte que ce soit, puisque c'est un bâtiment qui accueille tout le monde et qui est effectivement donc soumis à cette neutralité. Mais vous avez parfaitement le droit d'y rentrer, en revanche. Mais en revanche, on y rentre comme on on un veut. usager avec une kippa, vous avec une croix autour du cou. Vous avez des papiers à faire à la préfecture, à la mairie, vous y allez si vous voulez, avec une croix, une kippa, un foulard. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Ce n'est pas une atteinte. Il n'y a pas du tout, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Au contraire, la laïcité va vous garantir cette liberté d'avoir des croyances. Ce sont les fonctionnaires, les agents publics qui, eux, seront soumis en revanche à la stricte neutralité, puisque eux représentent non pas leur individualité, mais l'administration publique. Mais alors, avant de revenir plus précisément sur toute une série de configurations ou de cas que vous évoquez, qui peuvent éventuellement appeler interprétation, à partir de la base juridique, quand même, si on revient historiquement sur les circonstances dans lesquelles cette loi de 1905 a été adoptée, ce qui peut aussi nous ramener au présent, il y a, en dehors de la simple lettre du droit, des enjeux politiques de contexte évidents. Et en 1905, vous abordez cette question puisqu'il y a une partie historique, il y en a même plusieurs, mais au temps de la loi, au moment où la loi est adoptée, il y a une logique de confrontation politique générale, en tout cas, avec l'Église, en France, de la part de la République, de la part des forces républicaines. Et il y a ce qu'on appelait un parti clérical, à l'époque, qui s'oppose à certains types de mesures. Et l'Église en particulier, les papes de l'époque, je crois Léon XIII, et puis ensuite Pie XI, si je me souviens bien, vont s'opposer à la séparation de l'Église et de l'État, parce que cela va à l'encontre de certains principes de l'Église. Donc cette loi de Combes... Enfin, c'est pas la version de Combes, d'ailleurs, qui l'emporte. Parce qu'effectivement, Émile Combes était dans une logique...
beaucoup plus anticlérical qu'Aristide Briand ou Jean Jaurès, qui sont vraiment les auteurs principaux, on va dire, de la loi de 1905. Il a été président du Conseil juste avant. Il a pu mener des politiques très nettement anti-religieuses et anti-Église catholique. Il a notamment expulsé pas mal de congrégations, y compris celles qui initialement étaient autorisées par le Conseil d'État. Mais bon, pour une sombre affaire, Émile Combes est tombé, il n'est plus resté président du Conseil, il a été donc remplacé. Et à ce moment-là, a surgi une volonté de trouver un consensus et d'avoir une approche qui soit beaucoup plus séparatiste que ne l'était Émile Combes. Parce qu'Émile Combes, comme il était très anticlérical, il était plutôt dans une logique de laïcité non séparatiste. C'est-à-dire qu'en fait, il était plutôt dans une volonté de mettre en œuvre une sorte de nouveau concordat, c'est-à-dire on garde des relations avec les cultes, mais pour les contrôler. L'État contrôle les cultes et soumet quelque part, notamment l'Église catholique. C'est une conception qu'on peut retrouver en Turquie avec Mustafa Kemal. Quand Mustafa Kemal impose la laïcité en Turquie dans les années 20, finalement, il s'inspire largement du projet Combes, dans cette logique où finalement... oui, il y a un État, une administration qui est neutre, impartiale, liberté de conscience pour toutes et tous, etc. Ça, les fondements sont là, mais pas de séparation nette, avec donc, en Turquie, la Diyanet, une sorte de ministère des Affaires religieuses qui existe toujours aujourd'hui, et qui contrôle les cultes, et qui les rémunère, et qui donc peut jouer le rôle d'une instrumentalisation politique de la religion, notamment en leur imposant ce qui va être dit dans les lieux de culte. Et c'est ce dont se sert d'ailleurs Erdogan actuellement. Donc, on n'est pas dans cette logique avec Aristide Briand. Il y a une rupture d'égalité entre les types de cultes. Et là, finalement, il peut y avoir une rupture d'égalité, une instrumentalisation politique, il n'y a pas d'indépendance de la religion, et puis en plus, dans l'autre sens, il peut y avoir pression ou influence de courants religieux sur la sphère administrative et politique. Donc, finalement, c'est pas ce que défendent finalement Briand, Jaurès et autres, et c'est pas ce projet qui l'emporte en 1905. C'est un projet beaucoup plus libéral, au sens de liberté, tant pour les citoyens que pour les cultes en particulier, mais aussi d'indépendance réelle pour l'État aussi, et pour les cultes, et un projet donc séparatiste, où on considère que pour assurer cette parfaite liberté, égalité de traitement, et égalité y compris entre les cultes, entre les croyants, il faut une séparation, pour éviter aussi cette instrumentalisation politique de la religion dans un sens ou dans un autre, et l'influence religieuse éventuelle sur la politique. Donc, on sépare très nettement, il n'y a plus de culte reconnu, il n'y a plus de subventionnement public de quelque culte que ce soit, et c'est l'article 1 de la loi de 1905 et l'article 2, quoi. Donc, il faut bien, voilà, on n'est plus dans cette logique anticléricale, anti-religieuse, telle que ça pouvait être le cas avec Émile Combes. En 1904 et 1905, on est dans une volonté d'aboutir à un consensus et qui soit et un équilibre, qui soit parfaitement adapté à toute évolution du paysage religieux français. Donc, quand on pose la loi, on pose un principe qui est d'abord un équilibre entre la nécessité de préserver les libertés individuelles et la nécessité de préserver l'ordre public, le bon fonctionnement collectif. Donc on peut tout un chacun faire ce qu'on veut en matière religieuse ou convictionnelle, mais la limite c'est on ne peut pas l'imposer à autrui, on ne peut pas troubler le collectif. Ça c'est l'équilibre de base de la laïcité, et effectivement cet équilibre-là, il n'y a pas de raison de le briser aujourd'hui. Il vaut quel que soit le paysage religieux du pays, finalement. Chacun croit en ce qu'il veut ou ne croit pas. Dès lors qu'il n'impose pas à autrui et qu'il ne trouble pas l'ordre public, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la base même de ce que souhaitent imposer les législateurs à l'époque et qui conquiert la majorité, finalement, parlementaire, même à droite. Finalement, tout le monde se dit, effectivement, c'est assez logique. On ne peut pas vraiment s'opposer à cette évidence. Il n'y a pas derrière, donc, dans l'esprit de la loi, vous l'avez dit, une démarche anti-religieuse. Non. Il n'y a pas le présupposé que l'on retrouve aujourd'hui explicite de la part de certains qui défendent, ils sont nombreux, qui défendent une conception radicalisée de la laïcité. Il n'y a pas l'idée que le divin, les croyances à la transcendance quelle qu'elle soit, sont dangereuses et nuisibles. Non. En fait, ce que dit en gros la loi, c'est que l'État, comme il est devenu laïque, il devient tout à fait indifférent en fait aux convictions, aux croyances des individus. Ça ne l'importe pas. Que vous soyez 2 à croire en quelque chose ou 18 millions, l'État vous considérera exactement de la même manière. Ça ne rentre pas en ligne de compte dans le service public qu'il va délivrer.
et dans les politiques publiques qu'il va mener, cet État ou cette administration. Simplement, évidemment, ce que l'État va contrôler quand même, c'est pour ça qu'il y a une police des cultes, notamment prévue dans la loi de 1905, c'est qu'évidemment, s'il y a trouble à l'ordre public, s'il y a emprise, par exemple, mentale, emprise financière, là, il y a ce qu'on qualifie aussi des dérives sectaires. Il peut y avoir aussi des actes de violence, de troubles à l'ordre public, donc des radicaux de tous ordres. Et donc là, bien sûr, l'État intervient. Là, l'État dit ça, c'est plus acceptable. Il peut même dissoudre des associations dites cultuelles, donc religieuses, si en effet on en vient à cette rupture de l'équilibre que j'évoquais tout à l'heure, et donc à une imposition à autrui d'une pratique quelconque ou à un trouble objectif de l'ordre public. Mais tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et tant que rien n'est imposé à autrui et que chacun fait comme il veut, l'État laisse la liberté aux individus de croire en ce qu'ils veulent. Vous pouvez croire au dieu spaghetti, il s'en fiche, l'État. Ça rentre pas en ligne de compte. Dès lors que vous ne troublez personne et que vous n'imposez rien à autrui, ça lui va bien, il s'en fiche. Mais il peut y avoir une difficulté quand même à définir exactement où se termine la sphère de l'individu, du privé, de l'individu, où commence l'emprise. Pas des sectes, par exemple. On peut toujours alléguer l'idée qu'il y a contrainte, même si elle n'est pas directement, explicitement sous la forme d'un trouble à l'ordre public identifiable. On peut considérer qu'il y a contrainte sur les individus, pression communautaire, articulée à une institution communautaire. Est-ce qu'il n'y a pas une zone grise ? Non, en réalité non, mais beaucoup jouent de cette zone grise. Mais c'est pas à quelqu'un d'extérieur de juger seul, de manière subjective, s'il y a contrainte ou pas. C'est une analyse qui doit se faire in concreto, avec les premières personnes concernées, évidemment, et avec leur entourage. Si on constate une contrainte, l'article 31 de la loi de 1905 déjà prévoit de sanctionner la personne qui impose une contrainte. La contrainte, elle est objective, elle est constituable. On le constate s'il y a contrainte, ne serait-ce que soit par la dénonciation par la personne qui subit la contrainte, soit par l'entourage de cette personne, qui peut aussi dénoncer une contrainte. Et dans ce cadre-là, il y a des enquêtes si nécessaire lorsqu'il y a un doute, comme pour toute enquête policière de justice, il s'agit d'évaluer in concreto. Mais on ne peut pas, de manière générale et absolue, dire que tel acte, j'en sais rien moi, tel acte religieux serait forcément contraignant. Ça, c'est pas à l'État de juger en fait de la pratique cultuelle. C'est pas à l'État, si vous voulez, de rentrer dans la théologie. L'État ne fait pas de théologie. En revanche, l'État constate si oui ou non il y a un acte répréhensible prévu par le code pénal, par exemple. Là, alors, il sanctionne, il condamne, bien entendu. Mais il faut bien entendu que cet acte soit répréhensible. On ne va pas condamner un acte juste parce que ça ne nous plaît pas. Dans un état de droit, on n'interdit pas ce qui nous déplaît individuellement. On interdit ce qui trouble l'ordre public, objectivement, ce qui est imposé à autrui contre son gré. Donc cela, en effet, quand il y a un doute, eh bien, il y a enquête. Et tout, en réalité, dans le droit actuellement, pour permettre cela. On dispose déjà de tous les outils pour cela. Encore faut-il bien sûr l'appliquer, parfois ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, on dispose de tous les outils pour cela. Mais il ne faudrait pas penser que c'est à tel ou tel d'imposer, de juger de telle ou telle pratique culturelle, quelle qu'elle soit, seul dans son coin en disant « moi ça me plaît pas, donc je juge que c'est interdit ». Parce que là, on tombe dans un danger liberticide d'interdire tout ce qui peut déplaire à telle ou telle majorité à un moment donné. Et demain, ça peut être contre telle minorité et telle autre minorité ou telle autre personne. Donc c'est très dangereux, évidemment, de rentrer là-dedans. C'est pas ce que prévoit la loi de 1905 et très volontairement, elle reste sur quelque chose d'objectif. On peut sanctionner, condamner tout ce qui est imposé à autrui, tout ce qui trouble l'ordre public. Et évidemment, cela doit être qualifié objectivement. Et on voit bien qu'à partir du début des années 2000, la voie par laquelle cette laïcité française a été instrumentalisée est devenue une machine de guerre au nom de l'universalisme, précisément. Mauvaise compréhension de l'universalisme. Sans doute. Oui, alors là-dessus, évidemment, il y a
beaucoup à dire, mais enfin, si on se limite à écouter le discours des partisans d'une application radicale et sans doute dévoyée de la laïcité, c'est au nom de valeurs universelles qu'ils défendent, qui seraient constitutives de la République, et on s'est engouffré dans ce qui pouvait ressembler à une zone grise au début des années 2000, à savoir le châle islamique à l'école, en disant, et on se retrouve là à l'endroit où vous étiez, mais en fait, il y a une contrainte derrière, c'est-à-dire que ces jeunes filles sont contraintes par leur milieu, elles ne le savent pas, éventuellement elles défendent même leur aliénation, allons-y, lâchons le mot, mais nous sommes universalistes et nous savons mieux qu'elles que ce n'est pas bien pour elles et qu'elles ne sont pas libres. Alors, c'est plus complexe, parce qu'évidemment, si on s'était fondé que là-dessus pour faire la loi, elle n'aurait pas été acceptable et elle n'aurait pas pu s'appuyer sur l'esprit de la laïcité, de la loi de 1905 notamment. Mais là, c'est un peu différent. Ce qui a été constaté quand même, c'est que du fait, sans doute, et c'est là la clé en réalité, d'une insuffisante mixité des publics scolaires, et donc d'écoles parfois dans des quartiers ségrégés notamment, où la population est très homogène, et donc les publics scolaires sont très homogènes, eh bien il y a une reproduction qui se fait un peu d'office entre élèves, du mimétisme, et donc une pression qui est plus subie parfois que voulue. Des normes informelles, quoi. C'est des normes informelles, c'est très classique. Quand vous avez une homogénéisation d'une population, vous avez un repli très logiquement qui se crée. Et donc, de ce fait-là, en effet, on a pu constater des replis dits communautaires ou du mimétisme excessif, où finalement, les élèves faisaient comme leurs voisins ou voisines, et donc ne traitaient plus de cette question, là en l'occurrence religieuse, de leur propre fait, et qu'il y avait potentiellement, en effet, une atteinte à leur libre arbitre. Donc, pourquoi ? Parce qu'aussi, ce sont des jeunes en construction de leur identité. Ce ne sont pas des citoyens encore pleinement. Ils sont en construction de la citoyenneté et ils sont en pleine construction de leur propre identité. Ils sont mineurs, ils sont enfants et adolescents, et donc il a été considéré que uniquement dans cet espace, dans cette phase et dans cet espace d'apprentissage des bases du savoir, à un âge où on est mineur, eh bien qu'effectivement, il fallait peut-être préserver cet espace d'apprentissage qui est l'école publique laïque, d'influence qui pourrait être vue comme excessive. Et donc, on a demandé non pas la neutralité aux élèves, mais on leur a demandé d'être discrets, et donc qu'ils pouvaient bien sûr toujours avoir de faire savoir leur appartenance religieuse, mais de manière discrète. Donc tout ce qui était ostensible, c'est-à-dire visible de tous, n'était plus possible. Donc les grandes croix, les kippas, les voiles, les foulards, etc. Donc ça peut être contestable, mais il y a quand même une logique qui s'entend tout à fait et qui peut se comprendre. Je pense simplement qu'en revanche, cette loi n'aurait peut-être pas été nécessaire si les publics étaient mélangés. S'il y avait déjà de base une grande mixité sociale et scolaire et culturelle dans les écoles publiques. Si on avait une grande mixité des publics, il n'y aurait pas eu ces pressions, ces influences, ce mimétisme, parce qu'il y aurait eu de tout, entre guillemets. Ce n'est pas le cas, de fait, c'est vrai, et donc il a été jugé nécessaire de préserver cet espace en demandant à ce que les élèves soient discrets. Avec le risque que ce soit contre-productif, c'est-à-dire que ça peut renforcer justement dans des situations de ghettoisation. Derrière, en fait, et c'est ce que disait la commission Stasi, qui est à l'origine de cette loi, c'est qu'elle disait que derrière, il fallait des actions sociales, des actions de lutte contre les discriminations, de mixité sociale, de mélange des populations et de sortie de la ségrégation spatiale et urbaine. Et c'est vrai que là, on peut s'interroger, il y a énormément de choses à faire, et même la situation s'est peut-être depuis aggravée en réalité, avec une ghettoisation qui a continué malheureusement, alors qu'en effet, on doit axer considérablement sur cette mixité sociale. Entre 2015 et 2020, à l'époque, avec l'Observatoire de la laïcité et la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, on avait lancé une opération de mixité sociale au collège. Eh bien, partout où elle a été menée, il y a eu chute réelle de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité.
Parce qu'en effet, à partir du moment où on retrouvait une grande diversité des publics au sein des collèges, il n'y avait plus de pression, il n'y avait plus d'incidents en fait, parce qu'il y avait du débat interactif qui revenait. Et comment on faisait pour les réussir? jeunes reprenaient du recul sur leurs propres croyances, sur les croyances des autres. Les préjugés, les clichés tombaient parce qu'on se reconnaissait, on se connaissait à nouveau, on se recroisait, on en parlait, etc., etc. Et malheureusement, le ministre Blanquer a arrêté cette expérimentation alors que les résultats étaient très bons. Mais comment on faisait pour créer de la mixité sociale? Parce que c'est pas simple. Ça implique ça supposait de jouer sur plusieurs tableaux. Il fallait parfois revoir la carte scolaire. Oui. Il fallait parfois même changer carrément l'implantation même de certains établissements qui ont dû déménager pour les mettre non pas au milieu d'un quartier lui-même ghettoisé parce qu'il n'y avait plus de mixité sociale dans ce quartier, dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc parfois le mettre au milieu de plusieurs quartiers ou de jouer aussi sur l'équipe pédagogique qui est très importante avec des projets pédagogiques ambitieux qui créent de la mixité en eux-mêmes, avec aussi en jouant aussi sur les options pédagogiques, les options de cours, d'enseignement. Donc en jouant sur tous ces tableaux, on arrivait à recréer de la mixité sociale. Alors bien sûr, ça suppose beaucoup de pédagogie auprès des parents qui peuvent légitimement avoir peur en se disant le niveau scolaire va baisser, etc. En réalité, le niveau scolaire n'a pas baissé parce que c'était une vraie mixité sociale avec un vrai mélange. Au contraire, ça poussait plutôt vers le haut ceux qui étaient en difficulté et ça ne baissait pas les autres. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et c'est très dommageable que ce plan de mixité sociale n'ait pas été pérennisé et même généralisé. Alors, quand la loi a été prise, donc au début du XXe siècle, il y avait clairement en arrière-plan politiquement l'enjeu de la tradition, de revendication de la part de l'Église d'une forme de contrôle de l'État, hein, puisque c'était quand même la doctrine catholique. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur et qu'en tout cas, la question de la laïcité a été utilisée comme une ressource politique dans une logique de désignation de populations potentiellement séparatistes, pour reprendre la loi d'Emmanuel Macron, soit musulmans de culture, soit musulmans d'apparence, selon l'expression de Nicolas Sarkozy. Vous avez ce vécu personnel, donc, à l'Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021, d'un changement finalement, d'un retournement de tendance, en tout cas d'une grande offensive qui a été dirigée contre le président, Jean-Louis Bianco, contre vous-même, disons à partir de 2016, hein, ça a commencé autour d'Emmanuel Valls. 2015-2016. Et avec même des prémices dès 2013 en réalité. Parce que, donc, il y a une tradition, j'allais dire presque politique, de communication politique en France, d'utiliser comme une ressource, quand on veut faire passer des mesures impopulaires, souvent, d'agiter le danger de ces minorités intérieures, éventuellement des ennemis de l'intérieur, venus du monde musulman, qui représenteraient un danger. On ne peut pas ignorer cette logique-là. Elle est extrêmement présente encore aujourd'hui autour de la question de la laïcité. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en 1905, à l'inverse de ce qu'on croit, la loi prenait en considération déjà toutes les convictions, tous les cultes, et pas seulement l'Église catholique, même si évidemment il y avait un enjeu majeur avec l'Église, puisque effectivement l'Église refusait la séparation alors que les autres cultes tous l'acceptaient. L'Église refusait la séparation considérant que la France était la fille aînée de l'Église et surtout voulant préserver son influence sur les affaires politiques et les mœurs de la vie sociale en France. Et puis socialement, le catholicisme avait une était très très grande présent, emprise. 90% de la population se déclarait catholique, etc. Mais déjà, le pays était plus sécularisé que d'autres pays. Et l'histoire singulière, les guerres de religion, la persécution des protestants, etc., restait dans la mémoire collective avec cette idée quand même que la religion peut être dangereuse quand elle est fanatisée et quand elle devient un outil politique justement d'un pouvoir en place. Et donc, il était temps, en effet, de séparer, pour toutes les raisons qu'on a dit, pour assurer cette égalité de traitement de toutes et tous, et le fait que l'on soit protestant, justement, ou catholique, ou juif, ou musulman, eh ben, on était citoyen comme tout le monde, et on n'était pas moins bien reçu, et athée, bien sûr, etc. Libre penseur, tout ce que vous voulez. Il y avait ça, et donc, à l'inverse de ce qu'on croit, tous les cultes étaient considérés déjà. Il faut savoir que la loi de 1905 devait normalement s'appliquer, notamment aux colonies et aux départements algériens. Or, dans ces départements algériens, la population était très majoritairement musulmane, déjà. Donc, il y avait déjà une prise en considération de la réalité musulmane. Simplement, finalement, une fois que la loi a été adoptée, hop, très vite, il y a eu des dérogations. Et par dérogation, on a
refusé l'application de la loi de 1905 dans les départements algériens, alors même que la laïcité était demandée par les oulémas, par les représentants religieux musulmans algériens et par la population civile algérienne qui souhaitait cette séparation et qui demandait l'application de la laïcité. L'État, pour des raisons que vous imaginez bien, a refusé cette application de la loi à l'inverse de ce qui était prévu initialement dans ces départements algériens. Pourquoi ? Parce que là encore, dans une optique gallicane et politique, elle voulait contrôler le culte en Algérie, notamment le culte musulman, pour éviter toute velléité indépendantiste, nationaliste, à travers le culte. Et donc pour contrôler ce qui se disait au sein des lieux de culte. Donc ça, c'est une histoire que les gens ont oubliée. Mais en réalité, toutes les composantes de la société, y compris musulmane, étaient déjà prises en considération lorsque la loi de 1905 a été rédigée. Et c'est pour ça que je vous disais que finalement, l'équilibre que pose cette loi, il est parfaitement adapté à toute évolution du paysage religieux français. Ensuite, oui, il est évident que depuis, je dirais, la fin des années 80, et puis en particulier accéléré depuis les années 2010 et les attentats islamistes, il y a une tendance politique à instrumentaliser la laïcité en outil de défense d'une supposée majorité face à des minorités supposées, en particulier face à la minorité française de confession musulmane. Et là, c'est un problème. Donc, on est dans une lecture désormais identitaire de la laïcité et plus du tout dans une lecture sociale, comme le faisait Jaurès, de la laïcité, en liant la question sociale et la question laïque, en rappelant que la République ne pouvait être laïque que si elle était pleinement sociale, notamment en rappelant ces enjeux d'offres de services publics laïques partout sur le territoire, pour qu'ils ne soient pas concurrencés uniquement par des services privés, que tout le monde puisse y avoir accès, quelle que soit son appartenance, ses conditions, etc. On n'est plus dans cette logique-là de financement public d'abord au service public laïque, etc., comme on l'était jusqu'à la fin des années 80, avec notamment le débat entre l'école publique laïque et les écoles privées confessionnelles, etc., puisqu'avant la loi Debré de 1959 et les lois Banger de 50-51, il faut rappeler que dans ce pays, on ne subventionnait pas les écoles privées confessionnelles, par exemple. On n'est plus dans ce débat-là à partir de la fin des années 80, en effet, on tourne vers un débat plus identitaire, et en particulier avec les années 2010, où là, on se dit, tiens, on va dire... on a peur, on est dans un débat à ce moment-là, dans un contexte de peur grandissante vis-à-vis de l'immigration, en particulier l'immigration qui vient des anciennes colonies françaises, des anciens protectorats français d'Afrique subsaharienne et maghrébine. On est dans une crise économique, sociale forte, une crise écologique aussi, une crise sanitaire parfois, une crise de peur de l'avenir, d'identité dans la mondialisation. Et donc, dans ces périodes de crise, comme souvent dans l'histoire, il y a des replis. Il y a des replis et donc on trouve des boucs émissaires, on a peur de l'autre. En plus, il y a une ségrégation spatiale qui se crée dans certains endroits. Et donc, on ne connaît plus l'autre et donc on a peur de l'autre. Donc, il y a tout ça qui se développe. Et du coup, dans ce contexte, vous avez en effet des responsables politiques qui ont instrumentalisé la laïcité pour en faire certaines personnalités qui se disent experts de la laïcité le mettent souvent en avant à tort, ça montre leur méconnaissance de l'histoire, pour en faire un bouclier. La laïcité sera un bouclier d'une supposée majorité face à des minorités. C'est déjà une mentalité obsidionale. C'est-à-dire qu'un bouclier, c'est qu'on est en guerre. Exactement. C'est qu'on a des adversaires, un ennemi intérieur. Exactement. Et ça n'a aucun sens quand on revient à l'histoire de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas un bouclier, c'est un outil pour construire la maison commune. C'est quand, justement, du fait qu'on a connu dans ce pays les guerres de religion, les persécutions de minorités, on s'est dit c'est plus possible, il faut arrêter ces guerres civiles, ces oppositions au sein de notre société qui est devenue plurielle. Il faut que désormais, elle est plurielle, de fait, cette population. Et donc ça remonte à des siècles et des siècles en arrière. Et donc, il faut faire en sorte que dans cette pluralité, on construise ensemble, on avance ensemble. Il faut faire en sorte qu'on ait un État qui soit neutre et qui nous traite tout le monde de la même manière, même si on pense pas toujours pareil de la même manière. Selon d'où on vient, selon notre croyance, tout ce qu'on veut. Et donc, quand on revient à l'histoire, on sait bien que la laïcité, elle a été conçue comme un outil de paix civile, un outil de construction de cette maison commune, quelles que soient nos appartenances. C'est pas du tout un bouclier pour faire face à des minorités. En fait, dans la logique laïque, il n'y a plus de minorité et de majorité du point de vue du droit. Bien sûr que sociologiquement, il y aura plus de ceci, de cela, bien sûr, et c'est pas un problème. Mais pour l'État, ça change rien. Pour l'État, c'est très bien, c'est une richesse qui est de tout. Et donc, normalement, en tout cas en théorie. Et c'est ça, en tout cas, la force de la laïcité. Dans une république laïque, c'est pour ça qu'on ne se définit d'ailleurs pas sur nos papiers d'identité par une religion quelconque. Ça n'importe pas
la République laïque. On peut être de toute confession, on est traité de la même manière. Point barre, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Il n'y a que des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Or, aujourd'hui, on a des personnels politiques, certains, qui veulent recréer cette majorité qui serait supposément catholique, blanche, que sais-je, et ces minorités, en particulier, en effet, en ce moment, musulmanes. Mais on sent déjà maintenant poindre une certaine virulence contre d'autres minorités, puisqu'il ne faut pas croire, aujourd'hui c'est les musulmans, demain ce sera d'autres. On voit déjà des attaques qu'on n'avait pas connues depuis la fin du 19e siècle, anti-protestantes, bien sûr antisémites, anti-juives, et évidemment ça n'a malheureusement jamais cessé, etc. etc. Même contre les athées, les libres penseurs, les francs-maçons, etc. Donc il y a ce délire-là qui revient. Et ça, c'est assez inquiétant. On devrait s'en émouvoir. Et les responsables politiques, là-dessus, devraient être beaucoup plus responsables. Alors, il y a aussi un mythe maintenant réinventé de certains qui veulent réinventer et réinstaurer une supposée unité culturelle qui serait les judéo-chrétiens pour l'opposer aux musulmans. D'ailleurs, on oublie complètement les grands courants de pensée, libres penseurs ou autres. C'est judéo-chrétien face aux musulmans. Ça n'a aucun sens. Il y a un argument en plus derrière qui est défendu par certains philosophes ou politistes, selon lequel c'est par la civilisation judéo-chrétienne qu'on serait sorti de la religion. C'est absurde, tout ça est absurde. Avec l'idée qu'au fond, le christianisme, certes c'était une religion, certes il fallait en sortir, naturellement, mais il a eu quand même comme spécificité, au fond supériorité historique par rapport aux autres religions, de permettre de sortir de la religion. Ça c'est un argument classique des universalistes. Ça ne tient très pas courant, debout. Courant. Ça ne tient pas debout. Quand on voit outre-Atlantique combien la société revient fortement à des courants religieux très traditionnalistes, rigoristes, qui sont chrétiens. Sur le coup, ils sont tous très majoritairement chrétiens. C'est les évangéliques. Ils ne sont pas du tout dans une sortie de la religion, mais même certains milieux catholiques traditionnalistes, etc., ils sont dans une réaffirmation. Même en France, ces mêmes personnes qui instrumentalisent la laïcité face à certaines minorités vont mettre en avant désormais un traditionnalisme chrétien, mais en réalité catholique, très fort. On l'a vu avec une polémique sur le film Sacré-Cœur récemment, etc. Donc en réalité, on sent bien qu'il y a juste une volonté de s'en prendre à une minorité comme bouc émissaire. Et puis donc il y a ce mythe maintenant des judéo-chrétiens face aux musulmans. Mais c'est absurde. Pourquoi c'est absurde ? Déjà, les judéo-chrétiens, à l'origine, ça désigne quoi ? Ça désigne les premiers chrétiens qui continuent à respecter la tradition mosaïque, la tradition juive de la vie de tous les jours. Donc, rien à voir. Mais il n'y a jamais eu de culture, en revanche, unifiée judéo-chrétienne, puisque malheureusement dans ce pays, les Juifs ont été persécutés depuis Philippe le Bel, depuis le XIIe siècle. Saint-Louis, qu'on appelait Saint-Louis, le roi Louis IX, a imposé le port de la rouelle, qui est l'ancêtre de l'étoile jaune, aux Juifs, le port aussi d'un couvre-chef très spécifique aux Juifs, donc au Moyen-Âge. Ensuite, les persécutions ont été de plus belle durant des siècles. Et côté chrétien, d'où est inventée cette unité ? On a justement connu, et on est un des pays qui a connu les plus lourdes persécutions contre les protestants, qui ont été, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années seulement, considérés par l'Église catholique comme des hérétiques, c'est-à-dire des non-chrétiens en réalité, qui n'étaient pas acceptés comme tels. Donc cette unité n'a pas existé, c'est pas vrai. En revanche, grâce au développement de la laïcité, on a pu transcender ces difficultés, ces conflits entre confession, et même entre non-confessions, avec les libres penseurs, les rationalistes. On a transcendé tout ça en disant on va arrêter de se taper dessus, on a un État maintenant, on impose un État qui est neutre, qui est impartial, et qui nous donne les mêmes droits pour qu'on fasse ensemble, quelles que soient nos conditions et nos traditions religieuses ou non religieuses. C'est la laïcité qui nous a permis de faire ensemble et de ne plus considérer la religion comme quelque chose qui devait imposer sa norme au collectif. Chacun peut s'imposer la norme personnelle qu'il veut, bien sûr, mais au niveau collectif, c'est l'État laïque. Et donc, c'est la laïcité qui a permis ça. C'est pas la chrétienté ou le christianisme ou une unité qui est aujourd'hui complètement fantasmée et inventée. Malheureusement, d'ailleurs, dans notre histoire, on le sait que trop bien. Il y a eu des violences terribles entre catholiques et protestants et entre tous les chrétiens et les juifs. Et puis les musulmans, bien sûr, qui ont été aussi discriminés jusqu'au XXe siècle. Merci beaucoup Nicolas Cadenne. Merci beaucoup, merci à vous. D'être venu nous parler de cette actualité brûlante autour de l'interprétation des textes juridiques. Et souhaitons que cette loi soit dignement commémorée le 9 décembre prochain,
en évitant toute instrumentalisation de celle-ci et de la laïcité en particulier, du principe de laïcité, rendant hommage à ceux qui l'ont porté, cette laïcité, à ceux qui sont battus pour qu'elle s'impose en France. Et le meilleur hommage à leur rendre, c'est d'éviter ces instrumentalisations et d'éviter que l'on pervertisse ce grand trésor républicain. Merci à vous. Je recommande donc ce livre, En finir avec les idées fausses sur la laïcité, nouvelle édition augmentée, parue aux éditions de l'Atelier. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode d'On s'autorise à penser. N'oubliez pas de nous soutenir. Le média doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Nous avons posé notre candidature signée et fait signer notre pétition sur tnt-d-1ds.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. À bientôt sur le média.